Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition, comme à chaque audience, je suis en compagnie des juges au siège. D'un des juges au Fava, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette 4e convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'adoption par le gouvernement du principe de 2 cartes SIM pour les abonnés de chaque opérateur de téléphonie mobile. Et en deuxième partie d'émission, il sera question de l'organisation du Tour du Faso édition 2023. Et enfin, il sera question du Niger qui a décidé d'offrir 10 000 mètres cubes de gasoil à 3 pays dont le Burkina Faso. Voici donc pour le menu de cette 4e convocation et je convoque les avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Alors, ce qui retient mon attention, c'est deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est je reviens sur le rapport qui a été donné par l'issue des travaux des forces vives. Donc, le rapport qui avait été présenté par le président de l'ALT au Premier ministre. Il y a un point où on dit instituer la CNIB comme unique document de vote. Ici, il faut reconnaître le combat de précurseurs mené, même si ça n'a pas abouti, par Newton Ahmed Bari quand il était président de la CENI. Il en avait fait son cheval de bataille. Il y en a qui ne l'ont pas compris, il y en a qui l'ont combattu. Certains ont dénoncé une démarche qui n'était pas... qui n'avait pas intégré les gens, donc comme on a fédéré les uns et les autres. Donc qui estiment que la carte d'électeur n'a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'il faut aller encore avec la CNIB, alors qu'ils disaient que c'était facile de croiser les listes de la CNI avec le fichier de l'ONU. Maintenant on trouve un numéro d'identifiant unique et puis bon voilà. Donc on était dans ce débat-là, mais après, le projet a été rangé aux oubliettes. Effectivement, ça a l'avantage de réduire drastiquement le coût des élections. Parce que déjà, s'il faut dépêcher des jeunes Burkinabés qu'il faut prendre en charge pendant, je pense, 2 semaines ou 3 semaines, qui vont faire le tour du Burkina pour les enrôlements. Les machines, il faut les payer. 5 ans après, il faut faire de la maintenance ou même renouveler pratiquement les machines. Deuxièmement, et comme on appelle ça, autre dépense, ce sont les imprimés, les cartes, puisqu'il faut introduire un imprimé pour sortir la carte, photographier et puis imprimer tout ça. C'est beaucoup de dépenses déjà. Alors que si on prend la CNIB, ça a l'avantage de réduire drastiquement déjà le coût lié à la production des cartes d'électeurs. Une carte qui ne sert que chaque 5 ans pour les législatives et les présidentielles, et aussi pour les municipales. Mais dès que vous l'utilisez, vous devez attendre encore 5 ans. Vous avez le temps de le perdre, de déménager, et puis bon, après, il faut repartir, renouveler, donc ça ne facilite pas. Mais si on fait ce croisement, j'ai dit, ça a l'avantage, effectivement, de réduire le coût des élections au niveau du Burkina Faso. Donc, espérons que ça va être acté parce que ça va aussi demander de développer de la technologie, ça va demander aussi de développer un savoir-faire, mais ce n'est pas cette expertise qu'on n'a pas au Burkina Faso sur les questions de l'informatique. Donc le second avant-propos, j'ai lu avec intérêt la sortie de Zéphirin Diabré sur le nucléaire. Il a accordé une interview au journal en ligne d'ailleurs qui fait son anniversaire, le Faso.net. J'ai lu l'interview avec beaucoup d'intérêt. Il parle de ce qu'il sait, de la possibilité de pouvoir engager un tel projet, de ce que cela implique en termes de temps et en termes de coûts, mais en termes d'avantages effectivement à avoir. Et à la lecture de l'interview, la question qu'on se pose, c'est pourquoi les pays africains d'ailleurs n'y vont pas. Pourquoi ? Compte tenu de ce qu'on peut avoir comme avantage. Mais on est plus braqué sur effectivement les risques
et les dangers que cela représente, plutôt que sur ce qu'on peut... Voilà. Et même là, il dit les uns et les autres sont divisés. Et il dit, depuis que le nucléaire existe, il n'y a eu que 3 incidents. Donc, mais est-ce pour autant qu'il faut? C'est vrai que les dégâts sont inimaginables parce que c'est des déchets toxiques et c'est pas simple. Mais et j'ai dit ça ne manque pas d'intérêt en termes de profondeur et de vision pour cette chose-là. Donc j'ai dit, on a une expertise au Burkina Faso. Maintenant, je me rappelle également qu'en son temps, il avait fait l'objet de moqueries, de railleries. Certains avaient dit c'est du populisme, ce n'est pas possible. Voilà que... voilà. Maintenant, espérons que... Vous savez qu'au Burkina, ce n'est pas simple dans l'implication des uns et des autres, mais aussi que ceux qui sont porteurs de ces initiatives et qui peuvent soient capables de le faire, acceptent aussi. Donc, j'ai dit, on a l'expertise, reste à savoir l'intelligence de savoir leur parler et avoir leur adhésion. C'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Alors, juge Ba, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 4e audience du tribunal? Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Faso.net qui célèbre ses 20 ans. Je sais qu'avant c'était burkinet.com qui, voilà, est mort et renaît de ses cendres, le Faso.net. C'est depuis 2003. Donc vous voyez que c'est un travail qui a été abattu. On sait qu'on parle ici du site le plus visité au Burkina. Donc ça veut dire qu'avec ce temps-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a, en termes d'organisation et même de qualité de travail, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et surtout à partir de 2010, comme ils l'expliquent eux-mêmes dans leur communiqué, où ils sont passés en SARL. En tout cas, c'est une belle pensée à l'endroit de son promoteur, Dr Cyriaque Paré, à qui on dit encore félicitations. Ça tombe dans un contexte que eux-mêmes rappellent, c'est celui de cette insécurité-là, mais aussi d'un contexte d'exercice du métier difficile aussi pour certains médias. Ils ont préféré le faire dans la sobriété, mais ça n'enlève en rien pour moi la grandeur de ce portail d'information sur lequel naturellement les Burkinabés d'ici ou d'ailleurs ou même ceux qui s'intéressent au Burkina vont pour avoir des informations. Ce n'est jamais simple de conduire ce type de projet-là jusqu'à son terme et continuer de le garder à flot parce qu'on connaît la réalité de nos médias et l'économie, l'écosystème même de ces médias-là. En tout cas, bravo à le Faso.net, félicitations pour le travail abattu. On a vu aussi quelques jours avant le petit reliquing qui a été fait. On s'était demandé c'était quoi, mais on avait oublié que ça allait faire 20 ans bientôt. En tout cas, heureux anniversaire à tous ces travailleurs-là qui sont, je pense, une trentaine permanemment qui y sont. C'est saluer le travail qu'ils font et souhaiter qu'ils se bonifient et qu'ils aillent encore de l'avant. C'était mon avant-propos. Bon anniversaire donc à nos confrères du Faso.net. En marge du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement de transition a décidé de renforcer le cadre réglementaire sur l'identification des abonnés et clients des opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi donc, désormais, le principe de 246 maximum a été adopté pour les abonnés de chaque opérateur. Juge Vaha, que pensez-vous d'une telle décision? Déjà, ça se comprend. Ça se comprend au regard du contexte. On veut bien comprendre qui est derrière quel numéro. Et ça, pour moi, ça veut dire aussi que l'effort fait par les téléphonies mobiles et les restrictions qui ont été mises, parce qu'on a vu ça aller crescendo, ça n'a pas concerné seulement que le Burkina. Dans la plupart des pays où vous partez, quand vous avez des cartes, vous voyez même dans la sous-région, c'est la pièce d'identité, elle est scannée, on voit qu'il y a beaucoup plus de comment dire cela, il y a beaucoup plus de rigueur mise dans le fait de donner un numéro à quelqu'un. Il y a des exigences qui sont devenues plus fortes parce qu'on veut forcément que derrière le numéro il y ait un responsable identifiable. Et ça, c'est clair que ça répond aux questions de sécurité. Et nous au Burkina, on est dans une situation encore plus difficile. C'est sûr que les terroristes communiquent entre eux. Donc si vous avez une puce identifiée qui se retrouve être mêlé dans des appels et tout sans que vous ayez dénoncé la perte et tout, ça voudra en tout cas implicitement donner des éléments de proximité en vous et ces éléments-là. Donc c'est une obligation aujourd'hui dans le système de sécurité dans lequel nous sommes. Maintenant, à deux,
C'est ça aussi, 2 puces par par opérateur. Certains diront, oula, ça serait un peu compliqué. Parce que d'autres aussi diront, mais attendez, si vous avez 2 numéros par opérateur, vous promenez avec combien de portables? Est-ce que vous avez besoin de jusqu'à 6 numéros aujourd'hui et tout? Mais il y a la réalité que c'était des tontons qu'on a au village, les tantes, les frères, ils doivent grouiller aller faire leur pièce d'identité parce que vous qui achetez celle-ci, partez le donner au village, ça sera compliqué. C'est ça en fait aussi, parce que la plupart du temps, on achète des tontons, des frères, vous lui donnez le portable et la puce. Et c'est vous qui endossez en fait souvent et quelquefois c'est des oncles qui n'ont pas qui en fait n'ont pas de papier. Donc ce sera bon maintenant, comme depuis vous les sensibilisez à avoir une carte d'identité, et puis bon, lui c'est son destin, parce que bon, le reste là, c'est pas important. Et le tonton va comprendre que ça devient très important parce que c'est une restriction là qui intervient. Mais oui, je suis d'accord. Il y a vraiment, il y avait un effort à faire dans ce sens. Maintenant, quand on regarde, il parle de, mais ça, j'ai pas eu le détail, moins de restrictions dans la procédure pour l'obtention du numéro. Maintenant, l'exigence de la pièce d'identité seule pour le national burkinabé, et je pense le passeport pour celui étranger, et puis je pense qu'il y a un document spécifique pour le réfugié, Voilà. Donc ce sont des éléments en tout cas qu'on comprend en tout cas au regard du contexte dans lequel on est. Et puis bon, quelqu'un qui a 20-30 numéros, il n'est pas une société, ça fait quand même un peu bizarre. Ça pourrait interpeller, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. D'accord. Alors, juge Bougma, 2 4 SIM maximum pour les abonnés de chaque opérateur de téléphonie mobile. Ainsi en a décidé le gouvernement. Quelle est votre appréciation? La mesure, elle est bonne parce qu'elle tend à limiter les dégâts. C'est des mesures qui devaient venir un peu plus tôt. Parce qu'ici, on a 3 opérateurs. Et jusqu'à présent, les citoyens sont autorisés à prendre, chaque citoyen peut prendre jusqu'à 5 puces. 5. Si vous amusez à faire ce jeu, à prendre 5, vous vous retrouvez avec 15 puces. Donc l'opérateur dira qu'il a 5 abonnés, alors que c'est la seule personne. Il y a des chiffres qui ont été... Voilà. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc il y a beaucoup qui ont plusieurs numéros, pour plusieurs raisons également. La première raison, c'est que c'est d'abord pour son usage personnel. Et comme les compagnies, en son temps, ne couvraient pas tout le territoire, mieux valait avoir l'ensemble au moins une puce par compagnie. Là, hors de Ouaga, ou bien hors de votre zone, vous pouvez utiliser l'autre. Ça, c'est des cas que nous avons expérimentés à un moment donné. Et après, les réseaux n'avaient pas aussi les mêmes capacités, les mêmes zones de taux de couverture. Donc, il fallait, pour se mettre à l'abri, prendre ça. Donc, c'était d'abord des mesures de précaution. Parce que c'était difficile de trouver une seule compagnie qui couvrait tout le territoire national, pour ceux qui bougeaient beaucoup. L'autre aspect, c'est pour bénéficier aussi des avantages. Il y en a qui offraient des avantages. Vous avez déjà, quand vous avez pris votre premier téléphone, vous êtes parti vous abonner chez un opérateur. Après, l'autre envoie des facilités, vous voulez en profiter et vous prenez. Il y en a qui traînaient même avec un seul téléphone portable et puis 2 ou 3. Et puis il change et il appelle et puis bon voilà. À un moment donné, les téléphones ont commencé à sortir avec 2 4 SIM, 3 4 SIM, 4 SIM. Donc vous logez tout ensemble et puis bon, vous circulez. Donc c'est d'abord ces raisons-là. L'autre explication, il y en a qui ont des petites sociétés qui n'ont pas encore atteint un autre niveau, mais qui prennent le numéro juste pour ça. Ils ne prennent le numéro que pour ces sociétés. Mais c'est en son nom. Et après, il y a les enfants. Ils n'ont pas l'âge. Donc vous n'avez pas le papier, les documents d'identité. Parce que ce qui est demandé, il y a des enfants qui n'ont pas encore l'âge d'établir la CNIB. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors que vous voulez laisser un téléphone soit à la maison ou vous donnez à l'enfant un téléphone. Il n'a pas l'âge, il n'a pas un document d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ce qui est donné là, il n'y a ni carte étudiant, il n'y a ni carte d'identité scolaire. C'est limité désormais à la CNIB. C'est limité à la CNIB. Et c'est 2. Donc, vous prenez en votre nom pour vos enfants aussi. Donc, vous prenez, madame ou monsieur prend pour les enfants. Donc, ça dit que la même personne a plusieurs cartes SIM avec plusieurs explications qui sont valables aussi. Maintenant, et curieusement, quand certains ont découvert les réseaux sociaux,
surtout WhatsApp pour ne pas le nommer. Pour certains, il fallait avoir un numéro uniquement rien que pour ça. Et ils ne savaient pas que la puce que lui il avait là, c'est possible. Il faut seulement avoir des mégas. Ailleurs on dit passe comme on le dit. Donc il peut prendre une puce. Il t'appelle, il dit ça c'est mon WhatsApp. Désormais sur WhatsApp c'est ici. Tu tentes de lui faire comprendre qu'il n'en avait pas besoin. Il dit non. Comme lui voulait prendre WhatsApp, on lui a dit d'aller prendre. Tu insistes, il dit non, que c'est toi qui ne comprends pas. Que en principe c'est comme ça. Que au village là quelqu'un qui lui a expliqué. Que c'est à cause de ça. Lui il allait prendre ça. Il a même pris un nouveau téléphone. Rien que pour ça. Conséquence, il se retrouve avec 2 4 SIM ou 3 4 SIM. Parce qu'il a pris un exclusivement pour ça. Et il n'en avait pas besoin. Donc, on se retrouve avec plusieurs 4 SIM, avec plusieurs explications, j'ai dit bien valables. Mais maintenant, de fait de réduire, je pense aussi qu'on pouvait intégrer d'autres systèmes. Vous partez il y a des pays, quand vous partez, vous payez la carte SIM, pour l'insérer dans votre téléphone, on joint dans les fichiers d'achat à leur niveau votre numéro et email. Ce numéro email qui est sur le téléphone, on sait que quand ce téléphone sonne, c'est le téléphone de Serge Kaboré et personne d'autre. Puisque votre numéro est lié à ça. Bon, je ne sais pas si maintenant nous, il y a longtemps, j'ai payé vraiment une carte SIM. J'en ai déjà donc. Donc je ne sais pas si on est arrivé à cette technologie-là ici ou pas, ça je ne sais pas. Et il y a aussi le contexte sécuritaire. Voilà, donc, mais tout ça même, ça participe de la garantie sécuritaire. Là, c'est même facile de localiser les appels si on veut. Il y a des pays où vous arrivez, c'est comme ça. Et puis, nous, on est allé avec 22 millions d'habitants. On a combien? 3. L'Éthiopie, c'est combien d'habitants? Ça touche à c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est combien? C'est un seul réseau, Ethio Telecom. Et ça marche. Vous luttez avec ça, mais bon, voilà. Nous, on est à combien? On est à 3. Et puis un quatrième, paraît qu'il y a un quatrième qui frappe à la porte depuis des années. Bon. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, pour revenir au sujet, je pense que c'est la situation sécuritaire. C'est la situation sécuritaire qui fait que ces mesures-là, naturellement, ont été prises. Espérons que ça puisse contribuer à résorber. Maintenant, avant ça, il y a eu la mesure qui suspendait la vente des radiofréquences, des téléphones satellitaires, pardon. Il y avait d'abord eu la suspension de la vente des téléphones satellitaires. Je pense que c'est pour la suspension, c'est court pour 1 an. Et après, donc c'est sûr qu'il y a d'autres régulations qui vont venir dans l'idée de contribuer à résorber comment on appelle ça, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà. D'accord. Alors, juge Boukma l'a dit, c'est lié à la situation sécuritaire, mais c'est tout de même assez étonnant que malgré le contexte sécuritaire, de telles dispositions ne viennent que maintenant. Bon, je pense aussi que c'est au fil du temps qu'on essaie de calibrer aussi les textes, on essaie d'émettre des réflexions et puis avoir on va dire comme ça, des décisions qui contribuent à pouvoir petit à petit affiner les choses. Sinon, vous allez me dire, il y a longtemps que les terroristes, on les voyait dans le désert avec les motos, c'est comment on l'appelle ça, à l'Oba ou je ne sais plus comment on l'appelle. Pourquoi c'est à un moment donné qu'on décide maintenant de bien regarder dans la commercialisation de ces motos-là? Ça veut dire, petit à petit, c'est des éléments aussi, pour moi, de réflexion qui sont menés et puis qui viennent pour apporter les contributions. Quand vous regardez, même aujourd'hui, si vous voulez une puce, vous forcément aller en agence. Il faut forcément aller en agence. Je pense que c'est ce qui est aussi demandé. Mais regardez, avant, pour ceux qui prennent la route, par exemple, pour rentrer ou sortir du pays, vous verrez, on prend pour celui qui arrive peut-être la première fois au Burkina, ou bien qui sait qu'il a un petit séjour vite fait puis repartir, la première puce, des fois, il ne le prend même pas sur le territoire burkinabé. C'est même des fois un peu avant. Vous le prenez, on ne vous demande pas une pièce d'identité. Quelquefois, quand il vous demande, vous-même savez que il ne va pas rendre compte à quelqu'un. Peut-être que c'est des éléments et lui, il a déjà un dossier là-bas et puis il vient, il vend. La preuve, après vous allez checker, il y a le nom de quelqu'un déjà qui est propriétaire de la puce. Parce que même quand vous faites, pour ne pas citer, un transfert par exemple par mobile money, vous allez vous rendre compte qu'il y a un nom qui est déjà sorti. Donc ça veut dire que la puce était déjà inscrite au nom de quelqu'un. Donc ça, par exemple, c'est pas normal.
C'est-à-dire que celui qui descend sur le territoire, il peut prendre une puce là, comme ça, la voler, et puis c'est fini, c'est parti. Et ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut des éléments qui contraignent de plus en plus, de sorte à ce que, si il y a un élément de conversation qui n'est pas clair, mais vous allez assumer, vous qui endossez la puce là. Et je pense que pour que ce soit possible, il faut que ces mesures-là se fassent assez bien. Et on a senti en tout cas le besoin. On a senti le besoin parce que, je dis encore, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Avant, pour acheter une puce, c'était trop facile. De plus en plus, c'est devenu un peu contraignant. Même pas seulement de la question du terrorisme. Beaucoup de fois, ce sont les informations que les besoins de téléphonie mobile ont révélées sur les propriétaires de la puce au regard des échanges qu'il y a eu et tout. Ça permet d'attraper certains malfrats. On met le grappin sur celui-ci, il ne veut pas dénoncer les autres, mais dans les 24 heures avant, quand vous checkez son téléphone, et avec les téléphones mobiles qui livrent certaines données, vite fait, ce sont ses copains qui sont attrapés. Mais ça, il faudrait aussi que derrière, le téléphone soit vraiment lié à quelqu'un. Et je pense que c'est une décision ça n'arrive pas forcément tard, c'est pas cela. Mais voilà, on affine au fil du temps. Et l'autre réalité au Burkina, ce n'est pas l'adoption des textes qui cause problème, mais c'est souvent l'application. Oui, c'est l'application. Maintenant, je crois que par exemple, si vous ne pouvez pas acheter de puces comme ça à la volée, ça veut dire que celui, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont à la frontière là, qui en vendent, qui ne sont pas en agence, souvent ils sont là et les policiers là sont à côté. On est d'accord? Donc eux aussi doivent faire la lecture de la loi qui vient de tomber. C'est-à-dire que celui qui le fait, c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité déjà. Maintenant, faites attention. Vous aussi, en tant que consommateur, en tant qu'acheteur, vous devriez savoir. Au Burkina, ça n'est qu'en agence. Donc quand vous venez, prenez votre mal en patience, arrivez à votre destination, allez en agence et puis acheter une puce. Donc il y a des implications. Maintenant vous me direz, bon, c'est vrai l'application, c'est comme la circulation à Ouaga. On vous arrête, on dit défaut de phare, et le taxi qui vous dépasse pour continuer, il n'a pas de rétroviseur. Et on vous demandez comment lui peut passer alors que vous êtes arrêté sur le bas-côté, on vous dit que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. À croire que, bon, on est dans un autre monde, eux ils ne sont pas concernés par certains éléments. Donc c'est ça aussi la réalité. Et parce que l'enjeu c'est la sécurité, quand l'effort est fait en termes de réflexion pour pouvoir petit à petit trouver des solutions, il faudrait que derrière aussi ce soit très opérant et que ceux qui ont à charge de faire respecter la loi s'y mettent. Sinon on aura, comme le disent certains, on sera le pays des beaux textes, mais qui reste inopérant parce que on les a. Mais la question de l'application, ou celui qui veille à son application, ça devient encore du désarrangement, du deux poids deux mesures. Alors que si l'enjeu est la sécurité, c'est des éléments avec lesquels on ne devrait pas surtout s'amuser. Alors pratiquement depuis 2015, le Burkina est frappé par des attaques. C'est seulement en 2023 qu'une telle décision intervient. Et en plus, le problème au Burkina, ce n'est pas lié à l'adoption des textes, mais c'est souvent lié à l'application. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord qu'effectivement, on a traîné. Alors que sur ce plateau, nous avons plusieurs fois insisté sur le fait que même ces choses doivent être surveillées. Mais les choses ont quand même, les lignes ont bougé. Et de plus en plus, d'abord, aujourd'hui, on ne peut pas payer sans identité. En tout cas, à Ouagadougou, c'est difficile. Il y en a qui vendaient, mais qui n'en vendent même plus. Qui ont dit qu'ils ne vendent même plus. Certains avaient payé des SIM sans document d'identité, même au début, dans les années 2016-2017. Déjà, au moment où il y avait des attaques terroristes, il y en a qui avaient la capacité d'aller payer sans un document d'identité. Parce que le vendeur ne demande même pas. Il ne demande pas. Vous dites que vous voulez une puce, il vous demande c'est quel numéro. Il les sort, il dépose devant vous, comme des arachides, vous triez. Il y a ce numéro-là est bon, vous prenez ça et puis vous prenez, il dit c'est 500, puis vous partez. Il dit vous avez un bonus de 500 dedans. Il dit bonne journée, chacun s'en va. Jusqu'à ce que, avec les sensibilisations, d'autres ont été soupçonnés de connivence avec des groupes armés terroristes, alors que c'est parce que monsieur vendait des puces et puis bon,
Des gens sont venus payer après des enquêtes. Donc, pour ne même plus avoir des problèmes, il y en a qui ont fermé ce circuit-là dans leur boutique. Ils n'en vendent pas. D'autres qui l'ont continué ont organisé. Donc, il y a quelqu'un qui prend vos références d'identité, tout et tout, et après qui reverse au niveau du réseau. Ça, c'est bon. Mais il faut encore améliorer, de mon point de vue, le dispositif. J'ai dit qu'on peut joindre le numéro IMEI, mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire à côté, vous payez la puce, on dit, monsieur, la photo, asseyez-vous correctement. On vous fait une photo et on joint, ça veut dire qu'on joint, on joint la puce à votre identité. Donc si on tape le numéro, votre visage sort devant l'écran de quelqu'un. Et le visage est récent, il faut le préciser. Un visage récent, puisque c'est une photo d'identité, ce n'est pas une photo qu'on vous demande d'apporter. Le monsieur vous fait la photo à l'achat. C'est à l'achat de la puce qu'on vous fait la photo. Donc ça, c'est également des avancées. Donc d'un point de vue de la logistique, il faut également avancer. Maintenant, et l'autre paire de manches, et j'en conviens, c'est l'application des textes. Effectivement, dans les zones frontières, c'est compliqué. Quelqu'un voyage, il est pressé de dire que j'ai traversé la frontière, je suis joignable. Parce que le souci, c'est d'être joint par ses proches. Parce que quand vous partez en voyage, alors, dès que vous arrivez, appelez. Donc, vous arrivez, vous franchissez la frontière. C'est même les quelques kilomètres avant la frontière, les puces sont déjà disponibles aux arrêts. Donc, votre bus est à l'arrêt, il y a quelqu'un qui vient déjà, qui propose, vous prenez, et puis vous introduisez. Parce qu'il y en a au retour également, il dit, bon, moi, je n'ai plus rien à faire, il faut garder la puce là. Il va le donner ça à quelqu'un, et puis il y a le nom de quelqu'un, parce que vous regardez, quand vous prenez, c'est déjà utilisé, même quand c'est scellé. Quand c'est scellé, vous rentrez, vous identifiez, vous voyez que vous vérifiez, vous voyez qu'il y a déjà le nom de quelqu'un sur la puce. Donc bon, comme c'est une utilisation temporaire, vous utilisez et puis après vous partez. Soit vous rentrez avec ou vous jetez ça quelque part. Mais au niveau des frontières, effectivement, ça demande un dispositif. La question que je me suis toujours posée, pourquoi les compagnies ne partent pas là-bas pour installer des petites agences? Je ne sais pas, je me suis toujours posé cette question. Moi, je me suis toujours posé cette question au niveau des frontières. Bon, au niveau des aéroports, c'est beaucoup plus suivi, réglementé, voilà. Mais au niveau des frontières terrestres, alors là, c'est autre chose. Donc, mais il va falloir également qu'on rejoigne le citoyen là où il est. Et il est aussi à la frontière. Il est en ville. Il est en campagne. Mais le citoyen est aussi à la frontière. Donc, de mon point de vue, il faut le rejoindre aussi là-bas. C'est ce que maintenant, pour l'application des textes là, ça va demander que nous tous aussi mettre. Ce n'est pas aussi au gouvernement seul, quoi, parce que c'est nous aussi qui voulons la facilité. Et une autre inquiétude, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui disposent déjà de plus de 2-4 SIM par opérateur? Bon, là, je n'ai pas eu le texte en intégralité, parce que là, comme c'est un extrait du Conseil des ministres, voilà. Mais est-ce qu'il faut résilier, ou bien à partir de ce moment-là, ces messieurs peuvent garder? C'est pourquoi j'ai dit, moi je prends par exemple 3 SIM à mon nom. Je garde une SIM. Je donne une SIM à mon enfant et une SIM à ma cousine, par exemple, qui est au village et qui n'a même pas un document d'identité à mon nom. Si vous résiliez, voyez-vous l'incident, l'incident que ça crée. En fait, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas... certains ont envoyé de l'argent au village. La cousine s'est débrouillée, elle a eu un numéro, ou la tante s'est débrouillée, elle a eu un numéro. Elle dit, mon fils m'a donné un téléphone, on m'a dit, il y a compte dedans, je veux de l'argent. Monsieur envoie l'argent de Ouagadougou. La tante pas retiré, c'est au nom de quelqu'un d'autre. Le téléphone a un compte, le numéro là a un compte, il y a un compte mobile man associé. Mais ce n'est pas en son nom. Ça veut dire que la puce était utilisée par quelqu'un d'autre. On lui demande le numéro pour pouvoir récupérer l'argent. On se rend compte que c'est au nom de quelqu'un d'autre. Elle n'a même pas le document d'identité au nom de quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter l'opérateur pour faire retourner l'argent, trouver d'autres circuits pour envoyer. Donc, on a un travail de fond à faire sur les questions d'identification au Burkina de façon générale. Notre état civil a beaucoup de défis à relever. Et c'est lié. Et c'est vraiment lié. Et pour clore sur le sujet, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le sort qui sera réservé à ceux qui disposent de plus de 2-4 SIM par opérateur? Bon, si le principe c'est de n'en avoir pas plus de 2, c'est ce que j'ai dit. Ceux qui en possèdent par votre biais,
vous allez les enjoindre d'aller faire le changement de nom, parce que c'est possible aussi en agence. Ils vont assumer le numéro par eux-mêmes. Ça ne va pas dépasser ça. Maintenant, si c'est vous-même qui en avez plus de 2 et que vous utilisez, vous serez peut-être obligé de faire des choix. Ça ne va pas dépasser ça. C'est la conséquence. En tout cas, c'est la conséquence logique. C'est la conséquence logique. Et on reste avec vous pour passer au deuxième sujet de cette audience du tribunal de l'actualité. Plus qu'une semaine pour le coup de pédale de la 34e édition du Tour du Faso. Juge Baha, vous reveniez dessus en avant-propos au cours de la 3e audience. C'est une édition qui se doit d'être réalisée aux yeux du monde. Si, c'est comme ils disent même l'édition de la résilience. J'ai dit, il faut qu'on accepte d'avoir et de maintenir certains rendez-vous pour ne pas qu'on parle du Burkina Faso que de crise sécuritaire. Non, il y a des gens qui vivent ici, il y a la vie qui continue et il y a une bonne résilience. Et des rendez-vous comme le Tour du Faso, c'est des rendez-vous qui sont bien prisés par les Burkinabés qui aiment bien le vélo. Et donc, il faut mettre, si c'est possible, ce qu'il faut pour pouvoir tenir ce tour-là. Et je pense que c'est ce qui a été fait avec le comité qui avait été mis sur place, qui est chapeauté par le ministère des Sports. Et bon an, mal an, ils sont en train d'organiser les choses. On parle de 15 équipes qui vont compétir, selon le dernier point qui nous a été fait. 3 équipes burkinabais, une douzaine d'équipes venues d'ailleurs. Et quand on regarde, c'est la plupart des équipes du continent. Il y a seulement la Belgique qui est le pays européen qui participe, même le pays hors Afrique qui participe. Et puis, il y a le léger ajustement aussi des itinéraires pour ce 34e Tour du Faso, parce je pense qu'il y avait l'itinéraire, l'étape Ouaga-Koudougou, qui en raison des travaux de bitumage sur la Sacoincé-Koudougou, qui devrait donc être revu. Mais dans tout cela, ce qui est intéressant, c'est que le tour, il est bel et bien maintenu. Les organisateurs rassurent sur son maintien, et je pense aussi qu'il y a des innovations qui ont été pensées concernant même Ouagadougou dans la ville pour la question du circuit, parce qu'on sait que beaucoup viennent se masser le long de la voie là pour regarder les cyclistes compétir. C'est un moment important pour moi, pour le sport burkinabé, et c'est d'intérêt que ça se tienne. D'accord. Alors, Juge Bougma, c'est un tour du Faso de résilience qui se doit d'être maintenu. Effectivement, vous l'avez bien titré, c'est vraiment le tour de la résilience. Compte tenu du contexte et des réalités de ce tour, voyez-vous qu'il y a des sponsors qui se sont désistés, il y a des pays annoncés qui se sont désistés, donc ça veut dire que ça appelle naturellement à de la résilience. Donc, résilience parce que le Burkina également tente à montrer que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la couleur de la carte qui a été du Burkina, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, il y a quand même un espoir qui peut s'exprimer sur nos routes. Le Burkina est toujours... Des gens peuvent venir au Burkina et repartir. Je pense que c'est ce message qui va être donné. C'est pourquoi plusieurs grands événements ont pu être tenus. MCAO, FESPACO, SNC et j'en oublie. Donc c'est pour dire également que nous tenons. Donc c'est effectivement un tour de la résilience que nous allons vivre cette édition. Alors le juge Bougma le disait tout à l'heure, lorsque le comité d'organisation a fait le point des préparatifs, ils ont dit clairement que les équipes françaises, également les partenaires français, ont décidé de se retirer. Oui, et ils ont donné les noms, je ne vais pas les citer ici, mais qui sont des entreprises qui ont réussi et qui ont décidé de se retirer du tour. Est-ce qu'il y a des explications qui ont été données ? Je pense que le comité n'est pas revenu pour ce qui est des entreprises françaises qui sont ici. Mais moi, ça me gêne un peu. C'est vrai que ça dérange un peu, parce que dedans, vous avez certains qui ponctionnent même notre effort de paix, comme on l'appelle maintenant, pour le reverser dans la guerre. Donc ils connaissent bien le contexte dans lequel on est. Maintenant, s'il faut boycotter un tour du Faso, j'appelle ça un boycott, s'il faut boycotter le tour du Faso, moi je pense qu'il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Maintenant, libre à eux de se retirer. Ça aussi, il faut le reconnaître comme droit.
Mais je trouve que pour des entreprises qui sont sur le sol burkinabé, qui font du chiffre ici, s'ils s'alignent sur la politique française, je dirais, prends encore le terme, sur la politique française ici, en termes de décision, je me demande, est-ce qu'ils prennent toute la mesure et la portée de leur posture? Il y a les États, il y a les intérêts privés. Maintenant, s'ils s'alignent, je me dis peut-être c'est un mot d'ordre. Et puis on comprend, ça se fait très souvent. Maintenant, est-ce que pour eux, ça risque pas fort de se faire avec des conséquences? Quand vous écoutez le comité dit même que dans tous les cas, pour eux, ça ne va pas impacter outre mesure l'organisation du rendez-vous. Mais que certaines se le tiennent pour dire après, il ne faudrait pas qu'ils reviennent parce que la place sera déjà occupée. Donc c'est mal vécu. C'est mal vécu. Est-ce que ces postures-là sont intéressantes pour ces entreprises? Ça aussi, c'est pour moi un autre débat. Mais à 10 jours, parce que le point de presse qu'ils nous faisaient, c'était à 10 jours du lancement, ils ont fait savoir qu'il y avait quand même un gap de 200 millions. Il y a 200 millions à recouvrir. Est-ce que c'est du fait, pas recouvrir, 200 millions à mobiliser pour ce Tour du Faso? Est-ce que c'est du fait du retrait de ces entreprises-là? Parce que c'est sûr qu'elles pèsent en matière d'apport budgétaire, en matière de financement dans ce projet-là. Est-ce que c'est de ce fait? Et puis quand est-ce que la décision a été prise? Est-ce que c'est une question de dernière minute? Bon, c'est des éléments dans lesquels ils ne sont pas rentrés. Mais moi, je trouve que c'est quand même dommage. Alors, les équipes et les partenaires, les entreprises françaises qui interviennent dans le Tour du Faso depuis 33 ans ont décidé cette année de se retirer. Faut-il faire un lien avec un peu l'amorce diplomatique du Burkina Faso? Oui, je pense qu'il faut faire le lien. On ne peut pas dissocier le politique de l'économie. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de lien direct se trompent. Il y a un lien direct. Et je pense que ce qui se passe est lié à la situation. C'est des entreprises qui ont été sur tous les autres événements passés et qui sont toujours là. Et cette fois-ci, à quelques jours, je dirais, de l'édition, sincèrement qu'on sait que vous ne viendrez pas. Et puis les entreprises burkinabées, on se mépris, elles toutes, même les entreprises nationales, on se mépris vis-à-vis des organisateurs par moment de spectacles ou d'événements culturels et tout. Vous les écrivez, elles ne répondent pas. Même pour dire nous sommes au regret, mais on ne peut pas. Il y en a qui ne répondent même pas. Dans les explications, ça s'est ressorti. Elles ne disent pas qu'elles vont venir ou pas. Elles vous font traîner. Vous relancez, elles sont là. Ça, c'est déjà un premier constat. Mais maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer, bon, ça ressemble à un abandon en plein vol, quoi. Parce que 33 ans, vous êtes sur une tour, vous n'allez pas venir et vous ne prenez pas aussi les dispositions pour informer votre partenaire un peu plus tôt que cette année, je ne pourrai pas. Et là, effectivement, ça fait poser des questions. Si des informations avaient été fournies tôt, ce n'est pas la première fois que des sponsors se désengagent. Notre national des Jeux s'est désengagé du championnat national ici, l'année dernière, en 2022. La nationale des Jeux s'est désengagée du Faso Foot, pour ne pas dire, bon, la dénomination a changé, du championnat de football. Donc ce n'est pas la première fois que des entreprises désistent. Mais il y a la façon de désister. Je pense que c'est lié à notre choix diplomatique. Je ne dirais pas je n'irai pas jusqu'à dire que c'est lié même au fait de débaptiser Charles de Gaulle, qui est aux yeux des Français tout un symbole. Je ne sais pas, mais il n'y a pas d'explication. De mon point de vue, parce qu'on ne l'a pas. Mais effectivement, ce n'est pas aussi simple. Parce que vous êtes dans un pays qui organise un tour, vous y êtes depuis des années, et bon, vous décidez de vous désengager comme ça. Donc c'est difficile de ne pas faire le lien avec nos choix diplomatiques. C'est aussi également que tout est lié, l'économie et le politique. Et d'ailleurs, le président Macron, que j'aime bien, parce qu'il révèle aux Africains beaucoup de choses. Malheureusement, nous sommes occupés à regarder son doigt, qu'à de regarder la lune qu'il nous indique. On lui en veut. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui en veulent à Macron.
parce que j'ai dit c'est quelqu'un qui nous dit la vérité et qui nous indique en même temps la voie à suivre. Dans son adresse où il disait qu'il ne faut pas qu'on se leurre, nous sommes là en Afrique pour des intérêts clairs et nets. Il a affirmé. Il a dit qu'ils disent, que lui il l'a dit aux entreprises françaises également. Il faut faire du bon boulot. Il a dit qu'il a donné des instructions de faire du bon boulot. Et que si ce n'est pas ça, eux ils ne vont pas soutenir une entreprise française qui vient également qui ne fait pas du bon boulot. Et il ajoute que parfois ce n'est même pas la qualité de l'entreprise française. C'est l'indélicatesse des Africains vis-à-vis de ces entreprises françaises qui veulent également des retours sur investissement. Donc, à partir de ce moment, il a clairement dit. Donc, ce n'est pas que les gens ne savaient pas, mais venant même du président de la République de France, qui dit qu'ils sont là pour des intérêts et que avec beaucoup de précision et de détails à l'appui, ça nous permet de dire, comme ils sont là également pour leurs intérêts, nous, comment est-ce que nous jouons pour nos intérêts aussi? Parce que maintenant, le jeu est clair. Mais plutôt que de regarder sainement ça et puis relire la situation pour dire qu'est-ce qu'on gagne, on va passer notre temps à insulter Macron, à charger Macron. Je dis non. Il vous a donné une information. Quand vous recevez une information, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce que vous en faites qui est plus important. Mais maintenant, par rapport à cette situation, dit qu'il n'y a pas de lien, non. Parce que les mêmes entreprises françaises qui sont dans le domaine des mines au Burkina, dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, avaient été comment on appelle ça, recommandées, pour ne pas dire instruites ou enjointes, de ne pas vendre de matériel minier aux entreprises russes installées au Burkina. C'est des faits vérifiables. Et c'est suivi. Et elles ne vendaient plus aux entreprises russes de matériel comment on appelle ça, minier. C'est parce que la France a fait le choix de soutenir l'Ukraine comme les autres pays. Donc, il n'en est pas question. Et je pense certainement qu'il y a des mots, il y a eu et certainement des mots d'ordre dans ce sens-là, comme l'affaire des passeports au Mali. Oui, et pour terminer sur le sujet, avec l'amorce diplomatique et la logique qui s'ensuit, qui est que la souveraineté a nécessairement un coût, est-ce qu'il n'aurait pas fallu anticiper ce genre de choses-là? Bon, si le comité d'organisation dit que ça n'impacte pas sensiblement leur organisation, ça veut dire que c'est des éléments peut-être dont ils ont tenu compte et en termes de prospective qu'ils ont vu venir. Mais pour moi, c'est pas tant ça le souci pour la question de l'organisation du Tour du Faso. Je dis encore, je répète, c'est le positionnement de ces entreprises là ici. Entre États, il y a ces bruits, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand vous continuez d'être ici, avec le consommateur burkinabé, vous êtes, je répète encore, libre de financer ou d'accompagner le projet que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous vous retirez d'un projet que vous avez accompagné pendant plusieurs décennies, acceptez que les gens en fassent une lecture. Après, on dira que il y a une confusion de genre. L'État français, c'est pas les entreprises, et c'est nos frères qui y travaillent, et donc c'est des emplois à comment dire cela, à préserver et tout. Mais c'est difficile de ne pas renchérir un certain sentiment. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Ça sera difficile de ne pas renchérir un certain sentiment. Dans d'autres pays, on a vu des éléments de boycott qui ont été lancés, qui, au finish, ont poussé les autorités à trouver des alternatives en termes de fourniture de services sur la même ligne. Ce n'est pas une comparaison, mais on a cette compagnie aérienne qui peine à reprendre jusqu'à maintenant. C'est ça aussi, je vais dire. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, nombreux sont les citoyens qui ne comprendront pas vos postures nouvelles, se demandent mais attends, donc vous êtes prêts à prendre notre argent, vous êtes prêts à rester ici tant que vous nous ponctionnez, il n'y a pas de problème, mais maintenant vous avez une vision nouvelle sur nous, vous avez une vue nouvelle sur nous, voilà. Et ça, c'est des éléments aussi de lecture qu'il faut avoir, et ça risque de poser énormément de problèmes. Et en définitive, je dis on exacerbe comment dire cela, un sentiment qui ne devrait pas avoir lieu parce qu'on estime que vous êtes dans le domaine du bien et du service que vous proposez, et que la question politique, vous n'y êtes pas. Mais au fond, tout le monde sait que vous y êtes. Et ce n'est pas surprenant les postures d'aujourd'hui. Mais ce qui ne devrait pas les surprendre, c'est que peut-être le consommateur, à un moment donné, commence à faire le tri
entre qui est avec nous ou qui n'est pas avec nous. Et c'est là que viennent les questions de boycott. Et après, on dit non, ce sont les entreprises françaises et les gens font les amalgames avec les questions politiques. Non. Qui commence l'amalgame ici? Qui commence ici à donner du grain à moudre pour ce qui est de l'exacerbation de ce type de sentiments. Voilà pourquoi je dis ces postulats sont un peu dangereuses. Et bon, ce n'est pas une surprise parce que ça a été très souvent comme ça. Mais après, il ne faut pas jouer la victime. Alors, la souveraineté a nécessairement un coût. On parle aujourd'hui de 200 millions à mobiliser. Lorsqu'on était à 10 jours, aujourd'hui, on est à une semaine de Tour du Faso. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour les autres éditions, pour toute autre organisation, trouver des solutions endogènes? Bon, ça au moins, je pense que c'est parti pour trouver des solutions endogènes. Parce que c'est aussi la preuve que si vous dormez sur la natte d'autrui, vous dormez à terre. Donc ça, on n'a même pas besoin de dire au comité d'organisation que pour les prochaines éditions, dont on espère qu'on va aller dans d'autres localités qui seront reprises par nos forces, quand on rentre dans une logique comme on appelle ça, de compter sur nous-mêmes. Donc je pense que ça au moins c'est clair. Ça coule de source. Je pense aussi que c'est là où on est mis à l'épreuve. On est souverain, on dit tout le temps. C'est là. Parce que logiquement, pour un Tour du Faso aussi, qui est d'abord, puisque l'organisation est chapeautée même par le ministère, l'organisation est chapeautée par le ministère, le comité d'organisation mis en place avec les différentes commissions par le ministère, mais on est là, on tend la main seulement. Ça fait combien d'années? C'est un tour aussi qui a une histoire. Et le problème chez nous aussi, ça a été toujours ça. Quand il s'agit de certains éléments, on tape notre poitrine, oui, on est souverain. Mais la souveraineté, ce n'est pas dans les mots. C'est là maintenant qu'on va commencer à transpirer au maximum pour être vraiment souverain. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu. Et je suis heureux, par exemple, que le comité d'organisation dise, voilà, c'est un fait, mais nous on continue parce que, ne vous inquiétez pas, on va le faire ce tour-là. Je pense que c'est le message de la souveraineté là. Et puis il n'y a pas de souveraineté dans tous les cas qui soit chose. Mais c'est ce message, c'est la mise à l'épreuve là qui est là. Et ça, ce n'est pas seulement que pour le Tour du Faso, comme le disait Bernard tout à l'heure. Ça va être pour beaucoup d'autres éléments. Et ça serait vraiment dommage qu'on joue les pleurnichards. Dans ce cas de figure, c'est qu'on n'était pas prêt pour le combat de la souveraineté dont on parlait. 5 minutes d'émission pour aborder le dernier sujet de cette audience du tribunal de l'actualité. Le Niger a décidé d'offrir 10 000 mètres cubes de gasoil à 3 pays, dont le Burkina Faso. Juge Bernard Bougma, comment est-ce que vous entrevoyez une telle décision du Niger avec le CNSP? C'est pas mieux de dire 20. À des prix peut-être étudiés, quand on dit off, c'est comme s'il y a un aspect cadeau, parce que je pense qu'il y a une ligne de l'annonce qui prend la tâche pour les questions de prix. Voilà, c'est un Niger qui a besoin d'argent. Ces pays aussi ont besoin d'énergie, donc je pense que il n'y a rien de tel. Ce qui est mieux même, c'est quand vous vendez, vous achetez à côté de vous. Il y a moins de tracasseries et tout. L'autre aspect, ce qui est clair et net, c'est que je vois des gens qui disent que l'AES et tout, mais ce n'est pas seulement le Mali et le Burkina, parce qu'il y a le Togo également qui est concerné. Donc je dis c'est un pays, le Niger, qui a besoin d'argent, qui vend d'abord avec ses camarades qui ont fait coup d'État au Mali et au Burkina, mais il y a aussi un pays, le Togo, qui, quoi qu'il en soit, de façon sur le plan diplomatique, est plus proche de ces pays qui ont fait des coups d'État. L'on se rappelle qu'au Mali, c'était d'ailleurs l'interlocuteur par rapport à l'affaire des 49 militaires ivoiriens. C'était pratiquement le médiateur. Et juste avant que la CEDEAO ne siège pour bander les muscles, il avait été reproché au président togolais d'avoir pris langue avec les autorités du Niger, et que des rencontres officieuses avaient eu lieu à Ouagadougou avec des proches du président Faure, avant que Faure lui-même se rende en catimini à Niamey à quelques jours du sommet pour effectivement arrondir les angles. Mais le président Faure y regarde. C'est le doyen d'ailleurs en termes d'âge, en termes de longévité au pouvoir dans l'espace francophone. Mais la réalité aussi, c'est que c'est un pays qui regarde. Elle n'a pas la puissance financière de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas les mêmes enjeux et tout. Donc, elle profite aussi de cette situation pour se faire une part de marché. Donc, c'est des questions d'intérêt, c'est des jeux d'intérêt. Mais la question, c'est,
est-ce que le Togo sera sanctionné par la CEDEAO si d'aventure il y a une goutte de carburant qui est payée par le Togo, parce que au nom des sanctions qui pèsent sur le Niger, il y a beaucoup de pans de la coopération qui sont suspendus. D'accord. Alors, on connaît un peu la configuration de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Que l'on mette à disposition ce gasoil au Burkina, au Mali, ça se comprend. Mais le Togo, comment vous l'expliquez? Bon, c'est l'aveu aussi de la proximité du président togolais avec comment dire ça, ceux qui sont au pouvoir au Niger. Il participait au sommet par rapport à l'intervention au Niger. Si, beaucoup voyaient dénoncer cela dans le couloir. Je parle de ces pères chefs d'État qui trouvaient la posture de Faure pas trop claire. Mais là, je pense que c'est des éléments qui viennent peut-être conforter ceux qui avaient encore des soupçons. Mais ce qui est clair ici, c'est un Niger qui a besoin d'argent et qui cherche des débouchés, et qu'il vend aussi à des prix d'amis. Mais est-ce que le Niger a le choix? Parce qu'aujourd'hui, sous embargo, avec toutes les restrictions que vous avez, c'est un Niger qui n'a plus les partenaires d'antan, et donc qui ne peut pas vendre, qui est très limité dans les choix de vente ou les destinataires de ces produits aujourd'hui. Et c'est normal que c'est avec les amis qu'ils le peuvent que gérer aujourd'hui les choses. Mais c'est aussi d'intérêt pour le Burkina qui est dans des besoins, forcément aussi pour le Mali. Donc c'est du gagnant-gagnant. Le Niger qui se renfloue les caisses, et puis nos États aussi qui, à des prix plus intéressants, pourront obtenir ce gasoil. On parle de quand même, c'est 10 000 mètres cubes, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'avec cette posture du Togo, on peut dire que la CEDEAO est en train de s'affaiblir par rapport à l'offensive qui avait été lancée contre les nouvelles autorités du Niger? Non, vous savez, moi, la question des chefs d'État, là, moi, j'ai confiance en personne. Si la décision, et puis, les revirements de situation là peuvent se faire très vite, et puis on va revenir au postier antagoniste d'antan et qui pourrait justifier très vite un genre d'intervention. Mais pour l'instant, vu l'évolution des choses, on a comme l'impression que ça avait été vraiment un message de comment dire cela, de tambour de poitrine, comme un gorille envoyé à l'autre, et puis après, on a compris que ça ne allait pas aller plus loin que ça. Mais il faut être vigilant, ça c'est sûr. Et on attend de voir. Ça serait en tout cas plus dommageable pour cette CEDEAO-là qu'on ait ce type d'intervention-là. Je pense que les uns et les autres l'ont compris. D'accord. Dernière réaction sur le sujet. Est-ce qu'avec cette posture du Togo, la CEDEAO ne sera pas un peu affaiblie en termes de pays qui étaient alignés pour des sanctions et pour une intervention? Mais sur le Niger, la CEDEAO n'était plus en forme. Ah, vous ne saviez pas ça? Les muscles ont été débandés. Parce que si vous bandez un muscle autant de temps, ça fait mal. Si vous avez bandé pour taper, vous n'avez pas tapé. Si vous ne débandez pas, ça fait mal. Je ne pense pas que la CEDEAO a beaucoup diminué en force. Parce qu'en réalité, même l'option militaire n'était pas partagée par tous les États. Ce n'était pas partagé par tous les États. Sur les 15 pays, il n'y avait pas plus que 4. S'ils avaient eu 5 qui étaient d'accord pour envoyer des hommes, ils ont beaucoup eu. Ils n'étaient pas nombreux ces chefs d'État qui voulaient envoyer des troupes au Mali. Donc déjà, ça posait un problème. Et avec l'attitude du Togo, ça prouve qu'effectivement, c'est une CEDEAO qui est encore affaiblie. Et la CEDEAO doit se revoir, elle doit se repenser ou disparaître. Parce qu'à l'allure où vont les choses, si ça va tenir comme ça, dans 5 ans, je ne vois pas la CEDEAO. Parce que beaucoup d'autres pays risquent de prendre leur distance et renégocier autrement, à défaut de quitter. Mais parce que, par exemple, l'Alliance des États du Sahel, par exemple, plus le Togo qui va bénéficier du carburant du Niger, c'est des arrangements pour le développement déjà entre eux. Et si les populations bénéficient, si d'autres pays se retrouvent à vouloir faire les mêmes choses, alors qu'on a des accords communs, qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux qu'on se reparle et dit réellement ce qui peut l'être de façon objective. Mais c'est une CEDEAO qui a vraiment du plomb dans l'aile. Point final pour cette 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bernard Bougman, pour les clés de lecture apportées à cette audience. Merci à vous, mesdames et messieurs, auditeurs et téléspectateurs qui nous avez suivis. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.